Les bails, les airs, jomb, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui avec deux hommes forts. À ma droite, Monsieur Maracante, préjugé coupable. C'est le nom de son livre, sorti en 2012. Il est le bel, une vie après les émeutes. Des interventions très remarquées lors de grands rassemblements, dans des structures sociales, sportif à ses heures, adepte des exercices au poids de corps, grand pratiquant du muscle-up, entre autres. Depuis quelque temps engagé politiquement, et depuis quelque temps, monsieur est retourné dans les études. On y reviendra tout à l'heure. Comment vas-tu, mon frère? Très très bien, et toi-même? Ça va? Alhamdoulilah. Tranquille. Allez. On a la pêche. On est À ma bon. gauche, monsieur Adama Kamara. Il ne fait pas de sport. De son nom d'artiste, San San. Projet Descente des mots. Des interventions dans des structures sociales, sur des plateaux TV, entre autres TPMP. Une série documentaire, Rix, avec Street Press. Un ouvrage qui devrait bientôt voir le jour. À en voir une story récente. Dans quelques semaines, là. Comment tu vas? C'est bon. Ça va et toi, l'homme fort? Ça va? Tranquille. Tous les deux, vous venez du 95 Nectar. C'est ça. Exactement ça. Voilà. Vous avez deux parcours riches et différents, mais qui se rejoignent malheureusement sur un point. Ces deux hommes ont un triste point en commun, la prison. Monsieur Mara, dans le débat précédent, on avait parlé d'un thème avec Monsieur Youve. C'était est-ce que la prison est un passage obligatoire pour un mec de cité? Je vais te demander de me répondre un peu à cette question avant qu'on entame tout le reste. Bon, déjà, salam à tous, hein. Mhm. Les auditeurs, les auditrices, tous ceux qui nous regardent. Paix, vous faites du très bon travail, c'est une très bonne émission. C'est ma première participation. J'ai écouté, j'ai regardé, et le débat, il est profond, et c'est très important. Il faut avoir de la profondeur dans ce genre de débat. Dans le micro. Alors, sur la question, moi je te dirais que dans nos quartiers, c'est pas une fin en soi d'aller en détention, c'est pas une obligation d'aller en détention, c'est pas un chemin qui est bien défini et qui est tracé, mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est confronté à la justice. Peu importe, de près comme de loin. Contrôle de police, contrôle au faciès, un jugement, différents parcours qui font qu'à un moment donné, on passe par le chemin illicite et après, voilà, on arrive devant la juge, on arrive au tribunal et on finit en détention. Pour beaucoup, je dis pas que la majorité des mecs qui traînent en bas des blocs, ils vont en détention, mais pour beaucoup, malheureusement, ils ont ce parcours-là. Et à partir du moment où tu prends le cheminement d'un mec de Tess, ça devient une fatalité. Quand tu dis beaucoup ou certains qui traînent en bas ou beaucoup de gens issus des quartiers. On aime bien les nuances ici. Pour te donner un ratio, Hmm. moi, sur 10 poteaux à moi, il y en a 7 qui vont faire du placard. Ok. 7 qui traînent en bas des quartiers. Même pas forcément. Hein. Hmm. Moi, aujourd'hui, je traîne pas spécialement, Hmm. mais j'en ai fait. Tu Mhm. vois. Mon frère, il traîne pas spécialement, mais il en a fait. Après, il y a d'autres petits du quartier qui zonent comme pas possible. Ils font pas spécialement du placard, mais ils vont en garde à vue. Ils côtoient ce milieu-là. Et entre guillemets, si tu veux, dans le quartier, tous s'entremêlent et tous se côtoient, tous se croisent. Mhm. Donc, tu vois, à partir du moment où tu vas aller boire un verre avec un poteau qui est sous commission rogatoire, malheureusement, il peut y avoir des dommages collatéraux. Mais quand même, la majorité des gens des quartiers sont pas en prison quand même. Non. T'as vu? Heureusement. Sur Non, 30 000 habitants dans une ville, Non, quand même. non. Là, je te donne Tu un vois. exemple. Hein. Par Voilà. exemple, le quartier de la Jupe. Mhm. Je crois il y a 50 000 habitants là-bas. Mhm. Je sais plus exactement. Hein. Il y en a beaucoup en tout cas. Mais c'est une infime partie qui Ouais, c'est connaît ouais, cet univers-là. Mhm. Mais dans cette infime partie, ça fait une grosse généralité quand tu prends sur le niveau national. Quoi. Ok, je vois. Monsieur Adama, je vais vous poser la question à vous deux là. Ouais. Pourquoi certains dans nos quartiers sont-ils tant fascinés par la prison aujourd'hui là? Il y a une fascination. T'as vu, dans le débat précédent, la première partie, je parlais du fait que j'avais deux jeunes que je suivais à l'époque qui, lorsqu'on leur a dit qu'on allait les sensibiliser pour visiter le milieu carcéral, les mecs ils avaient les yeux qui brillaient, tu vois. Ah, ça doit être trop bien fleuri, toutes ces choses-là, tu vois. Mais pourquoi certains de nos jeunes dans nos quartiers sont-ils tant fascinés par la prison aujourd'hui? Après, moi, je pense pas qu'il y ait une fascination pour la prison. C'est en fait l'inconnu excite. Moi, comme je l'ai dit, même dans le débat précédent, je pense, vu qu'ils entendent parler de prison, c'est quelque chose qui fait partie de la société, la prison. Donc, le fait d'entendre déjà à la télé, on parle de prison, de voir des mecs aller au placard. Aujourd'hui, tu as des tutos sur la prison. Je pense que ça fascine un peu les jeunes. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur, ce qu'on ne voit pas? Il est là le problème. C'est qu'on peut voir ce qu'on nous montre, tu vois. Moi, pourquoi je parle de la vraie réalité de la prison, même quand je fais des interventions aux jeunes, je leur dis, un tuto, c'est facile.
Pendant 5 minutes, je peux te montrer, je suis un chef cuistot, pardon. Je te le publie sur les réseaux sociaux. Mais derrière, je te dis pas comment j'ai fait pour avoir cette bouffe. Quand je cantine, ça prend une dizaine de jours pour arriver. Il faut que j'ai de l'argent, il faut que je bloque, tout ça. Ça, je le dis pas. Ça, j'en parle pas. Des fois, tu filmes des cellules. Des fois, il y en a, ils filment leurs cellules. Limite, c'est une épicerie. Ils veulent montrer qu'ils ont une épicerie en prison. Mais frérot, même si tu as 10 ou 100 canettes de coca ou autre, ça va rien changer à la vraie réalité que tu es en galère. Tu es en chien, tu es en prison, tu es enfermé. Tu peux avoir toute la bouffe que tu veux. C'est comme si tu es dans un bunker, tu manges, mais tu peux pas sortir dehors. Vaut mieux être dehors avec une canette que 100 canettes en tôle. Moi, pour ma part. Hein. Après... Parce que tu sais, il y a une fascination de la prison, mais il y a aussi... Je parle bien de certains jeunes, hein, t'as vu, qui sont, on va dire, déstructurés, tu vois, dans les quartiers, tu vois, qui sont même fascinés par la Hesse. Par le fait d'être en galère. Prison, être en galère. Je comprends parfaitement. Moi, t'as dit, je vais te donner un sentiment qui est personnel. C'est très lyrique ce que je vais te dire, mais c'est une réalité. C'est qu'on est tous fascinés par l'inconnu. On est tous fascinés par l'inconnu. Et à partir du moment où dans ton registre, dans lequel tu as grandi, dans lequel tu es né, dans lequel tu as vu les choses, dans lequel tu as compris les choses, tu comprends que la prison, c'est une étape nécessaire à un moment donné pour avoir ce badge, pour dire lui, là, c'est galon. Il y en a beaucoup. Étant plus jeune, quand j'entendais les anciens parler, ou même quand j'ai le rap français, tu vois, ça a eu un impact considérable sur nous. La première chose qui m'est venue en tête, moi, c'était les paroles de certains artistes rap français. Quand je suis arrivé en promenade, je me disais, bon, je vais arriver en promenade, je vais tourner, je vais être avec des co-détenus, machin, etc. Mais rien de tout ça, tu vois, j'étais en isolement et j'avais ces choses-là. Et quand je vivais cette situation-là en détention, je me disais, mais c'est quoi ce bordel en réalité, tu vois? Même si la prison, tu te dis, il y a tous les côtés mauvais, il y a toute la frustration, il y a toute tout le côté privation de liberté et tout. Quand toi, tu es dehors, quand tu entends un artiste, il est là en train de te glorifier les mois de détention ou les années de détention qu'il a faites, comment il s'est transformé. Parce que la prison, tu vois, soit ça te rend homme, ou soit ça te rend, je ne vais pas dire omelette. Je vais pas dire omelette. T'es cuit en tout cas. Voilà. Ça te bousille dans tous les sens du terme, quoi. Tu vois. Et quand quelqu'un il ressort de la détention, fort, costaud, et avec de l'argent, crois-moi que ça crée une fascination. Mais est-ce que c'est pas dû au fait qu'aujourd'hui, plus qu'avant, le fait d'être un mauvais garçon, c'est encore plus à la mode qu'avant, et que ça a généré des complexes chez certains. C'est les réseaux sociaux qui sont là. Voilà, avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui parce font que le rap, on va en parler, hein, tu vois, mais dis-nous. Moi, je pense que déjà, quand il explique, quand tu sors de prison, tu as l'aspect déjà physique que tu vois en premier. Tu as le premier aspect que tu vois un mec qui sort de prison, il est costaud. Il a des bras. Il a un cou. Il a un cou, son cou, il a des veines. Mais ce mec-là, il sort de prison. Il sort pas de la salle de muscule. Il sort de prison. Il y a tout l'aspect qui va derrière. Parce qu'on parle souvent de prison. Moi, j'ai fait 4 ans plein. Quand je suis sorti de mes 4 ans plein de détention, j'étais touché. Déphasé. Mais je le montre pas aux gens. Je montre que je suis fort. Je montre que je suis costaud. Mais frère, t'as des tics, t'as des tocs de détention. Genre quand je rentrais, j'étais à la maison. Je fais couler l'eau, je ferme pas. Parce que là-bas, t'appuies, tu pars. Tu te laves les mains, tu pars. Des fois, madame, elle venait, elle disait, mais Renoir, tu joues à quoi là? Ici, il faut fermer l'eau. Les placards, tu laisses ouverts. Tu laisses ouverts les placards. Des fois, tu es isolé, tu es tout seul. Moi, sur mes 4 ans, j'ai fait 3 ans tout seul. Tu sais, le retour à la maison, il y a les enfants, il y a du monde. Même, tu es le retour dans une famille. Frérot, des fois, tu pètes un câble, tu as envie d'être tout seul. Limite, la prison, ça te manque. Parce que pendant 4 ans, tu as un mode de vie. Sans compter la difficulté de trouver du taf, frérot. Quand tu vas chercher du taf, t'as un casier judiciaire. Frérot, ils vont te dire au revoir. Dès qu'ils vont demander extrait de casier judiciaire, au revoir. Tu vois, il y a pas mal de choses qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que l'aspect qu'on voit. Le mec sort de prison, il est impressionnant ou autre. Il est touché. Il n'y a pas un mec qui est sorti de détention qui n'a pas eu des tocs de détention. Ton téléphone, tu le caches. Dès que tu entends un bruit, tu le caches. Mais tu es dehors. Mais tu es habitué pendant des années à le cacher, ton téléphone. Toutes ces petites choses-là, tu vois, même des mecs qui ont fait de la prison, ils vont te le dire. Si vraiment ils te parlent de la vraie réalité, ils vont te le dire. À un moment donné, la prison, ça touche. Ça te touche, tu restes un humain. On n'est pas fait pour être en prison. On a été en prison, on sort, on montre physiquement qu'on est prêt, qu'on est bien, mais psychologiquement, on est détruit. Là, tu soulèves un truc qui est intéressant.
Parce que, tu sais, d'après les Il statistiques, soulève plein de choses ouais, intéressantes. il Pas a soulevé un plein de truc. choses là. Ouais. Tu sais, d'après les statistiques, il y a un certain pourcentage de gens qui sont dans le milieu carcéral, qui ne Mhm. devraient pas être au milieu carcéral, mais qui devraient être Bah, En écoute, HP. en HP. C'est même Ouais, pas une tu question vois. de pourcentage. De Mm. toi-même, tu visites une maison d'arrêt, tu vas tout de suite entendre les hurlements, les gars qui tapent dans les cellules. Et ça, tu vois, comme il le dit, hein, tu gardes des choses en détention. Tu t'habitues. Tu as un système. On dit que pour avoir une habitude, il faut 30 jours. À partir du moment où tu fais 30 jours en détention, crois-moi, tu vas ressortir, tu vas te laver avec ton caleçon pendant X temps. Il y a un dentifrice que tu vas plus vouloir utiliser. Tu vas entendre une musique qui t'a fait penser. Enfin, quand tu étais en détention, tu l'écoutais, Tu tu vas zappes. dire ah ouais. Tu vois, je te donne un exemple très concret. Hein. Moi, je suis sorti, je me suis lavé pendant 1 an avec mon calbar. Pendant 1 an. Et pour moi, c'était automatique. Tu vois. Et pour te dire, hein, en détention, je dormais avec. Je mettais un drap parce que tu pouvais pas trop couvrir les cellules. Je mettais un drap. Et pareil, pendant 1 an, je mettais un t-shirt là sous mes yeux pour cacher le soleil. Plein de choses dans ce genre-là, tu vois. Et si tu remarques bien, hein, tous les détenus, ils sont marqués. Tous les détenus. Il n'y a pas un détenu qui te dit non, moi, la prison sur une jambe, c'est de la rigolade. C'est faux. Il y a des cicatrices qui sont visibles et des cicatrices qui sont non visibles. Et les cicatrices non visibles, je te dis, elles durent longtemps et elles font mal. T'as vu, tous là, on a eu des exemples de gars à nous, de quartiers, des grands, qui étaient grave respectés pour, pour la délinquance et tout ça, qui, malheureusement, quand ils sont allés en prison, ils ont consommé, c'est pour supporter la prison, ils ont consommé des médocs, sûr. du Subutex et des choses comme ça. Bien sûr. Et vous qui avez vu ça de l'intérieur et qui aujourd'hui voyez ça de l'extérieur, comment vous analysez ça c'est par rapport à cette fascination que certains jeunes ils ont, mais les conséquences derrière. Tu sais déjà, moi je vais te dire un truc. Hein. Comme moi quand j'ai été jugé, le procureur m'a dit une chose. On ne gagne pas contre les murs. Ça c'est une réalité. Même le plus récalcitrant. Tu sais, il y a des mecs, ils étaient récalcitrants. 10 surveillants, ils les arrêtent pas. Picouse, légumes. C'est fini, tu dors. Frérot, on va t'arrêter à un moment donné. T'as vu? Il y a des gens, ils sont rentrés en prison, ils fumaient pas. Ils ont commencé à consommer. Ils ont fumé 1 joint, 2 joints, 10 joints. Mais frérot, ça coûte cher. Là-bas, un bout de shit, là, ça, là, tu le vends 50 balles. Les gens, ils s'endettent. Parce qu'ils fument, ils veulent être dehors. Ils veulent s'évader. Et il y en a, ils se sont détruits la santé en prison. Et même psychologiquement, ils rendent fous leur famille. Parce qu'à partir du moment où tous les 2 jours, tu demandes à ta famille de t'envoyer 100 € de PCS. Tous les 2 jours. T'as cru que c'était Crésus dehors? Il y a des femmes, elles s'endettent. Quand elles demandent, elles disent, je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Le gars, il va tout inventer. Ouais, on me menace en promenade. Ouais, si je paye pas, on va me tuer, on va faire ça, on va faire ça. Ça, les gens n'en parlent pas. Mais ça fait partie des réalités. Quand tu es consommateur, tu deviens fou en prison. Parce que tu vas menacer ta famille. Quand tu vas demander à ta mère de te ramener du shit. Alors que tu sais qu'elle peut se faire péter. Hein. Mais tu vas dire à ta mère, moi, il faut que tu me ramènes du shit. Ouais. Combien de mamans j'ai vu partir avec les menottes? Héros, c'est une réalité. Donc, cette fascination qu'on a, comme je dis, c'est parce que quand tu sors de prison, les gens ils te respectent plus, les gens ils voient que t'es costaud, les gens vont se dire, ouais, lui, il a fait du placard, en plus, il sort, il en parle. Genre, ouais, moi, je l'ai fait sur une jambe. C'est rien, la tôle, je retourne même demain. C'est pas vrai. Il veut se donner un genre, une image extérieure, mais à l'intérieur, le gars, il est détruit. Tout à l'heure, Il y a 3 aspects. regarde, tout à l'heure, je te laisse parler juste après. Il a soulevé quelque chose, c'était intéressant, c'était le fait que il y en a certains qui, nous on en a connu, hein, tous, hein, des mecs qui font exprès de retourner en tôle parce que dehors ils se sentent pas bien. C'est-à-dire même acheter une baguette, même. J'allais t'expliquer ça, Ouais, là, sur les 3 aspects. Tu vois, tu me tends le truc. C'est qu'en fait, tu as l'aspect psychologique, tu as l'aspect psychique et tu as l'aspect physique. Ce que nous on voit. Et un mec qui est là, qui a l'habitude d'être en détention, parce que dans sa jeunesse, il a fait des allers-retours, c'est son univers. Tu vois, il se sent mieux là-bas. Et un sentiment qui est très bizarre. Quand je suis sorti, avant de sortir des 3 piges, quand le proc il a demandé 15 ans, machin, etc., quand on m'a dit tu vas sortir là, j'y croyais pas, je voulais pas sortir de ma cellule. Tu vois, je suis resté là, bouche bée comme ça, je voulais pas sortir de ma cellule. Et à partir de. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle très concrètement un traumatisme. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais sortir, comment je vais subvenir à mes besoins? Là, je suis en détention, on m'envoie tout. Tu vois, tous les poteaux, toute la famille, les amis, ils sont là, ils sont bienveillants avec moi, je suis sous leur tutelle. Là, quand je sors, non.
les impôts ils vont me tomber dessus, les amendes ils vont me tomber dessus, il va falloir reconstruire sa petite vie, avoir une maison, acheter une voiture, meubler sa maison, faire son mariage, subvenir aux besoins de sa famille, parce que nous on a des familles nombreuses. Donc du coup il y a une mère, deux mères, des frères, des sœurs, des petites sœurs, des neveux, des nièces. Tu dois à un moment donné endosser tout ça. Et tu vois, c'est là où ça devient un problème. Et c'est là où les mecs ils vont dans la récidive. C'est là où les mecs ils se disent non, je peux pas rester dans ce cercle-là, faut que je fasse quelque chose. Et malheureusement, c'est quand tu veux sortir de ce cercle-là que tu répètes les mêmes erreurs et que tu retombes et que tu vas ainsi de suite, tu fais des allers-retours. Juste sur l'aspect psychiatrique. Les prisons sont mal pensées parce qu'ils font en sorte, tu vois, il y a une politique d'ensauvagement. Les prisons sont mal pensées, il y a des détenus, leur place, c'est à l'hôpital psychiatrique, c'est pas en détention. Même les surveillants, ils te le disent. Hein. Tu vois, c'est clair et net. Il n'y a rien à faire ici, mais... Quand on te jette dans une cellule... Ça coûte plus cher, je crois. Voilà. Un détenu, ça coûte 150 € par jour. Là, je crois que ça a augmenté un petit peu. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, là, c'est pas pareil. Hein. Tu dois avoir un suivi psychologique, médical, machin, etc. Toi. Et en détention, on te prend, on te pique, on te jette dans une cellule, basta. Et les mecs, ils deviennent comme des légumes. Tu vois, tu disais des grands du quartier super costauds, super fiers. Et les mecs qui craquent en prison, c'est que déjà, dès l'extérieur, ils avaient déjà des failles. Moi, dès que j'ai mis mon pied en prison, je me suis juré, je me suis dit que même si je prends 20 ans, je ne bougerai pas d'un seul poil. Même, dans ma tête, c'était ça. Hein. Même si le pro qui met 20 ans, je te dis pas que je l'ai fait sur une jambe. Il y a les difficultés, etc. Je prends pas un médicament, je lâche pas une larme, je pose pas un genou à terre. Tu vois, je reste debout jusqu'au jour où je sors. Dès que je sors, là, après, je peux chialer, je peux tout faire. Tu vois, mais en détention, je reste l'homme que je dois être. Je reste la personne que je veux être. Mais tu vois, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a ce problème-là dans les quartiers, machin, etc. Dehors, tu veux toujours donner une image, mais dès que tu arrives en détention, dès que tu es tout seul, tu es avec toi et tes propres démons, frère. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une problématique où les responsables des prisons, c'est pas des intérêts privés, en fait. C'est pas des... c'est un tout. C'est des industriels qui, à un moment donné, sont indépendants. Et pour eux, la prison, c'est un business. C'est-à-dire que l'aspect social des prisons, c'est pas quelque chose qui leur importe. Et la prison, c'est une entreprise. Il y a des entreprises qui viennent travailler. Exactement. Ouais, il y en a quand tu vas à l'atelier, ils vont faire quoi? Ils vont dire, ouais, là, j'ai préparé, on a emballé le CD de un tel, de Alain Chauchon, admettons, Alain Chauchon, je sais pas quoi. On a fait ci, on a fait ça, parce que ça coûte à moindre coût. Mais la prison, c'est un business, c'est du business. Tu vois, une prison, c'est comme une ville, c'est une rente, ça tourne. Il y a la nourriture, elle tourne en détention. Il y a tout ce qui est les draps et compagnie. C'est une entreprise. La prison, c'est une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je vais pas aller jusqu'à là. Moi, je parle de déjà notre petite échelle à nous. Tu vois, de dire aux petits, arrêtez de croire que la prison, c'est un jeu. Parce que moi, des fois, je rencontre même malheureusement, il y en a, ils vont en détention, ils sortent de prison, ils vont dire c'était facile. Il est là le problème. Les mecs, s'il vous plaît, quand vous sortez de prison, arrêtez de dire c'est facile. Parce que c'est pas facile. Et même si à la rigueur, c'était facile pour toi, il est où l'intérêt de dire que c'était facile? Hormis de faire mettre un petit qui est peut-être mal structuré, qui est pas bien, il va se dire je vais en détention. Quand il parlait de certaines choses, moi je parle de responsabilité. Il y en a, ils ont peur d'être responsables. Clairement. Parce qu'ils n'ont jamais eu de responsabilité. Quand ils sont en prison, ils sont peinards. C'est lui son problème. Même si on lui envoie pas d'argent, à chaque midi et 17h, on t'ouvre pour te donner la gamelle. Il y a un cadre là-bas. Il y en a dehors, peut-être, ils ne supportent pas. Ils ont peur d'avoir des responsabilités. Des fois, on dit, ouais, la vie, c'est un con qui récidive. Mais on ne sait pas pourquoi. Moi, quelqu'un qui va en prison 10 fois pour la même chose, il a un problème. C'est pas qu'il aime la prison. C'est que peut-être il aime le cadre qu'il a là-bas. Il y a une faille quelque part. Et il y a quelque chose. Faut aider ces gens-là. Ces gens-là, faut les aider. Tu vois ce que je veux dire? Et les jeunes, moi, je me tuerais toujours à leur dire, t'as vu? Moi, je raconte pas tout ce que j'ai fait en prison. J'ai pas besoin de raconter ce que j'ai fait. T'as vu? Mais la prison, c'est pas facile, les gars. Parce que quand tu vois ta mère venir au parloir, galérer, se lever à 6h du mat, prendre les transports pour te voir au parloir, tu vois, on va pas répéter les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des réalités. Tu vois? Je vais te dire, 24 heures sur 24, la prison, ça fait mal et ça tue à petit feu. Mais je rebondis vite fait sur l'aspect privé parce que les intérêts privés que la prison génère. Je sais qu'en prison, à un moment donné, lorsque tu y es, tu peux travailler. Et moi, je compare ça à, tu vois, lorsque on fustige les grosses marques comme Nike et tout ça, qui payent des enfants en Chine ou je ne sais dans quel pays et qui les payent à des sommes modiques. J'ai l'impression qu'en prison, c'est la même chose. Bah là, on va aller on va pousser le raisonnement. Je vais te dire, c'est de l'exploitation, ça. Parce qu'en détention, tu travailles toute la journée
pour toucher 2,50 € de l'heure. Enfin, 2,50 € la journée. Oh, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Et t'es Mais content Tellement Tellement ils t'ont éduqué. à la fin du mois, moi j'ai travaillé un mois. Tu vois, j'ai travaillé un mois. Tu Non, sais, mais t'es content Non, quand mais t'as c'est tapé, tu crois que t'es le roi du tu pétrole. te dis, ouais, tu vas continuer tout frère. ça. J'ai travaillé un mois en détention, mon salaire, je me levais à 7 h du matin, je rentrais dans ma cellule, il était 17 h. À la fin du mois, j'ai reçu 231 €. Je te dis, c'est Moi, je c'est touche très un peu précis. plus. 231 Mais €. je vais dire pourquoi. Tu vois 231 €. Et tu t'imagines, ça, c'est même pas concevable. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage moderne. Tu vois, c'est une démocratisation de tout ce qu'ils peuvent dire, ouais, entrepreneuriat, machin, etc. Non, c'est des conneries. Ils démocratisent quoi? De l'esclavage moderne. C'est tout. C'est même pas compliqué. Les prisons privées, les prisons publiques, pour moi, c'est le même système. Mm. La télé, elle est payante. Le frigo, il est payant. Les cantines, ça coûte hyper cher. Pour te donner un exemple, tout ce qui est boîte de choc à pic, machin, etc. Dehors, ça coûte rien du tout. Tu vas en prison, ça coûte extrêmement Je cher. dirais t'es aux Antilles. Voilà, j'allais dire aux tu dis, Antilles. mais c'est j'allais quoi, dire ça aux Antilles, c'est Ouais, ça. tu te dis, c'est quoi ça et le truc, c'est quoi? C'est qu'en plus, la bouffe, quand on te la ramène, elle est périmée. Il reste 3 jours. Si tu manges pas dans les 3 jours, c'est fini. La date de péremption. C'est terminé. Et tu vois, c'est tout un système qui est mis en place. Et tu te dis, mais en réalité, pourquoi, pour qui et comment? Tu vois, quand je dis ça, pourquoi, pour qui et comment, c'est pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça, et comment est-ce qu'ils organisent ça. Tu vois, il y a tout un truc qu'il faut voir. Bon, après, je vais un peu loin dans la pensée, mais il faut aller dans la profondeur. Et à partir du moment où tu vas dans la profondeur et tu comprends l'histoire, tu comprends pourquoi est-ce que les prisons elles ont été mises en place, pourquoi est-ce que les différents systèmes ils ont été mis en place. Et c'est là où tu vois qu'en réalité, nous, on est dans un entonnoir. Et dans ce qu'il dit, pour poursuivre, moi, quand je travaillais, j'étais Oxy. Pendant 2 ans et demi, j'étais Oxy. Je travaillais du dimanche au dimanche. Je touchais entre 320 € et 380 € par mois. Tu vois, Oxy, ça, c'est le luxe. Tout le monde veut être Oxy. Oh, laisse ça. Oxy, ça, c'est... Non, mais t'as vu, laisse je tomber. t'explique. Mais tu travailles du dimanche au dimanche. Mm. Tous les jours, tu fais la gamelle le midi et le soir, tu dois nettoyer ton aile. Quand les gens ils vont à la douche, ils laissent leurs grands caleçons. C'est toi, tu dois prendre des gants, retirer, mettre dans la poubelle. Tu sais, tu fais un taf que juste pour un peu sortir de la cellule. Moi, dehors, tu m'aurais dit, fais ce taf-là. Jamais de la veine. Est-ce que je me serais retourné une fois pour te répondre? J'aurais marché tout droit. Tu vois ce que je veux dire? Je bossais. T'as vu quand tu touches ta paye? Dis-moi, tu crois que tu vas faire quoi avec ta paye? À part cantiner. En fait, ça leur revient. C'est comme si tu travaillais gratuit. Attends, faut qu'on revienne sur un terme cantiner, parce qu'il y a des gens qui savent Ouais, pas ça veut c'est dire vrai, quoi cantiner. T'as vu c'est- souvent ça ils- se genre, ça chasse. va. Faut s'acheter à manger. Mhm. Donc, tu as une feuille où tu remplis. Tu as vu, tu as une feuille, tu as un bon de cantine. Mhm. Tu as vu? Où il y a les prix, il y a ce que tu veux acheter et tout. Tu cantines, donc tu as ton bon de commande. Tu remplis ton bon de commande. Tu as ton bon de blocage où tu bloques l'argent. Il faut envoyer. Si tu n'as pas d'argent là, Mhm. si l'argent elle est arrivé, Non. si tu le poses lundi, ton argent il arrive mercredi, il n'est pas arrivé mardi, Mhm. mon gars, tu vas attendre hein, pour manger. Hein. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de oh monsieur, on va te faire une fleur, on va quand même te donner tes cantines. Non, tu dois reposer le dimanche d'après, tu dois attendre plus de 10, 15, 20 jours. Terrible. J'aimerais rebondir sur une chose qui a été dite tout à l'heure. Mhm. C'est par rapport à la peur de prendre des responsabilités. Tu Ouais. vois. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui touche pas mal d'hommes sur cette terre. T'as vu? C'est-à-dire, attends, je m'explique un peu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hommes sur cette terre qui, enfin, certains en tout cas, t'as vu, qui ont un peu le syndrome de Peter Pan. C'est-à-dire le prolongement de l'adolescence. Est-ce que ce fait-là, de avoir peur de prendre ses responsabilités, est-ce que c'est pas un fait qui est à élargir plus qu'à des gens qui sont en prison, même à certains hommes généralement qui sont dehors même. Tu vois? Après, Vas-y, je je, prends après je toi. pense que déjà dans la structure et même dans ce qui se passe partout, tu as vu des fois à un moment donné, les jeunes, Parce qu'il y a des, faut il y a des jeunes qui ont peur de devenir des Oui, hommes. Hein. Tu sais, ils ont peur de devenir des hommes, mais est-ce qu'on les aide à devenir des hommes? Et là, la question aussi. Mhm. Est-ce qu'on t'aide à devenir un homme? Ou est-ce qu'on t'aide, on t'oriente pour que dans ta tête, tu prennes confiance en toi? Parce qu'il y en a, il manque énormément de confiance en soi, en eux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeunes, ils peuvent être talentueux dans pas mal de choses, filles comme garçons, hein, mais ils ont un manque de confiance en soi. À un moment donné, ils sont où les adultes qui viennent leur dire hey, tu peux le faire. Vas-y, fonce. Pourquoi c'est des gens comme nous? Après, moi, je prends la responsabilité. Mhm. T'as vu? Avec notre parcours, avec tout ce qu'on a vécu, aujourd'hui, c'est nous, on va voir ces jeunes-là, on va leur dire allez-y. Pourtant, on n'est pas des professionnels. Mhm. Malgré qu'on a suivi des formations, on a fait des choses, on n'est pas des professionnels à venir leur dire hey, les gars, là, tu peux le faire. T'es un mec de cité, t'es pas bon qu'à dealer ou jouer au foot ou rapper.
Tu peux être ingénieur, tu peux être demain patron de Total ou je ne sais pas quoi, tu vois. Tu peux motiver un jeune, tu peux être avocat. Tu peux être tout ça. Mais qui les motive, ces gens-là? Tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a le syndrome de, comme tu dis, le syndrome de Peter Pan. Il y en a, ils ont peur de grandir. Moi, je pense que, parce que peut-être d'être grand, ça fait peur. Tu as trop de responsabilités. Les gens, ils disent, il faut que je paye un loyer. Faut que je m'assume. Faut que j'assume mes enfants. Faut que... Parce que quand on fait la comparaison avec les femmes, généralement, surtout, enfin, on va rester dans notre milieu des quartiers, mais on peut l'élargir au monde aussi. On se rend compte aussi que le quartier, c'est un univers d'hommes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a peu de regroupement de femmes dans les quartiers. Ouais. Et il y a beaucoup d'hommes qui, même aujourd'hui, moi, je vois des nouvelles générations, parce que bon, je suis un ancien, donc... L'homme fort tu vois. Et du coup, maintenant, moi, je vois des mecs qui ont entre 30 et 35, qui aujourd'hui, même ils sortent du boulot, et vas-y, ça va se regrouper en bas de leur quartier avec leurs gars. Moi, des fois, j'ai parlé à des mecs, je leur ai dit, des gars avec qui je travaille, tu vois, j'ai dit, mais les gars, toi, t'as 2 enfants, c'est ta femme qui va s'occuper de tes 2 enfants jusqu'à combien de temps? Ça, cette chose-là, elle s'explique comment? Je parle pour mon cas à moi, sur mon cas personnel. Nous, nos parents, ils nous ont inculqué certaines valeurs et des principes. À l'âge de 13 ans, moi, j'ai été, comme on dit, j'ai fait la transition de l'ado à l'homme. C'est-à-dire, mon père, il m'a expliqué, ils ont fait une grande fête dans la famille avec mes frères et tout, et mes cousins. À partir de là, si demain, moi, je meurs, c'est toi, t'es responsable. T'as capté ou pas? À partir de là, j'avais 13 ans, hein, j'ai les photos, tout ça. Il me dit, à partir de là, si demain, moi, je meurs, il y a tes grands frères, hein, ils sont tous là, mais si demain, je meurs, c'est comme si c'était toi le papa. Et toi et tes grands frères. Donc, du coup, tu vois, pour beaucoup d'entre nous, on a cette responsabilité-là très tôt. On est conscient de ce qui se passe et on est conscient de ce qu'on doit faire. Et pour beaucoup d'autres, malgré il y a tout cet engagement autour de la famille, machin, etc., à partir du moment où tu mets ton pied dehors, là, c'est fini, tu as d'autres repères. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup. Un loser, un égaré, un déterminé, un gars sans principe et conviction, ça donne un cocktail explosif. Et ça, tu vois, quand il n'y a pas de travail de fond qui est fait pour ramener des principes, pour ramener une éducation, pour ramener un accompagnement, frère, c'est l'anarchie. Tu vois, c'est l'anarchie. Et c'est comme ça. Ce que Adama, il explique, tu vois, tout le monde le vit. Tout le monde le vit. Et même quand tu parles des femmes, les femmes, elles sont responsables. Je te donne un exemple tout simple. Un couple de 18 ans, on va dire, ils font un enfant. Le gars, s'il décide de prendre la poudre, il disparaît. Mais la femme, elle va jamais abandonner l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Elle va assumer, quitte à souffrir tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Les femmes, t'as vu, c'est des vaillantes, elles font le boulot, même quand t'es au placard, tu le vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qui est là, du début jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, moi, comme je dis, il y a beaucoup de choses à parler aux petits. T'as les nouvelles générations, c'est eux qui vont faire la société de demain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que les modèles de réussite, tu vois, les gens qui réussissent aussi, qui font qui ont réussi, qui ont quitté le ghetto, ils devraient revenir dans le ghetto juste pour dire aux petits, hey, gars, là, tu peux t'en sortir. Très important. Parce que tout le temps, c'est quoi? C'est toujours les mêmes. Les petits, à un moment donné, ils vont voir quoi? Un grand café de la prison, qui a vendu du stup ou qui a allumé quelqu'un qui vient leur parler. À quel moment il va voir un grand qui n'a jamais fait de prison, un grand qui a toujours été droit dans sa vie, qui va venir s'asseoir, dire hey, petit con, viens voir. T'as vu là où tu traînes? J'ai traîné ici. Aujourd'hui, je suis avocat. Aujourd'hui, je suis patron de cette entreprise. J'ai pas dealé, j'ai pas braqué, j'ai allumé personne. Ces gens-là aussi doivent venir parler aux petits. Pour moi, ça doit être comme ça. C'est exactement ça, tu vois. En fait, il faut des leviers, et ces leviers-là, on les a tous. Mais c'est juste que chacun est désintéressé ou chacun s'intéresse à sa petite situation. Moi, je suis très réfractaire à tout ce qui est artiste, footballeur, machin, etc. Parce que la réalité veut que c'est des gens ordinaires qui arrivent et qui accomplissent des choses extraordinaires. Pas un artiste ou pas quelqu'un d'important qui est venu comme ça dans la rue, qui a changé la donne. C'est une infime, tu vois, une infime minorité qui vient dans son quartier, qui dit allez, et encore, c'est du divertissement. Il va payer je sais pas combien d'euros de pizza, il va payer un barbecue, et c'est fini, il rentre chez lui. Tu vois, il y a plein de footballeurs, il y a plein d'artistes, il y a plein de businessmen, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein d'avocats dans nos quartiers qui ont les capacités de pouvoir changer la donne, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sors de cette chiasse, excuse-moi du terme, à partir du moment où tu sors du ghetto et tu vois autre chose, tu te dis, la première des choses que tu te dis, moi, il faut que je sorte de tout ça, je ne reviens plus. Tu vois? Et la réalité, c'est que le vrai travail de fond, ça doit être les propres gens qui sont nés, qui ont grandi et qui connaissent les problématiques, qui peuvent résoudre ce problème-là. Ce n'est pas les gens de l'extérieur.
Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux femmes, est-ce qu'elles sont pas plus fortes que nous? Bah, Dieu, il a donné le pouvoir à la femme. Je te le dis, elles sont beaucoup plus fortes que nous. Il n'y a même pas de ça. Le débat, T'as il ma est clos. bouche, elle a pas parlé. J'ai rien dit. Il y a une femme qui a attrapé ma bouche, on dirait. Eh, Dieu, il a donné un pouvoir à la femme, et ce pouvoir-là, tu peux même pas c'est même pas contestable. Tu regardes juste une femme quand elle est enceinte, mec. Elle te donne la vie. Le paradis, il est entre les jambes de la femme. Parce que nous-mêmes, on a grandi dans des familles nombreuses. C'est mort, c'est mort. Si nos mamans, elles n'étaient pas là. C'est mort, c'est mort. comment? Tu vois, on est tous... vois, Elle nos faisait papas, à non. manger. En même temps, t'envoyais la chaussure quand tu faisais des bêtises. Elle faisait ça, elle ouvrait la porte. Frère, Non, on c'est dirait mort, elles c'est avaient mort, des c'est mort. tentacules, des mains partout, frère. Les 5 garçons. Nous, on était 5 garçons à la baraque, t'imagines? Dieu nous a donné la force physique. Non, Mais, les femmes, c'est tu vois, respect. la force que la femme elle a, elle est peut-être pas visible physiquement, mais je te le dis, c'est même pas quantifiable. C'est du mental. Bah On se oui, rend compte c'est- qu'aujourd'hui, on a c'est beau avoir des mental. muscles et quoi qu'il en soit, Mais la frère, vie, c'est mort. c'est un Mais combat c'est mental un et psychologique. mental de fou, même quand pour revenir à notre sujet, à la détention. Tu sais, ça fait quoi? T'as vu, juste mets-toi 2 secondes à la place d'une femme de détenue. Ah, c'est terrible, Tu t'assois, ton mec t'apprend qu'il a fait une dinguerie. terrible. Il est en garde à vue. Il est en prison. Toi, t'es toute seule. Avec tes enfants. Tu dois expliquer à tes enfants que t'as au quotidien. Plus tu dois soutenir ton mec. Tu dois aller le voir. Plus les avocats. Plus les parloirs. Plus le jugement. Plus la longue peine. Psychologiquement. Déjà, tous les anniversaires, fêtes de fin d'année, t'es toute seule avec tes enfants. T'es toute seule en train de montrer le regard des autres aussi. Comme il le disait le frérot Youv, tu vois, le regard des gens. De te regarder, ah, son mari il est en prison. Ah, tu connais les gens. Ah, voilà. Tu vois, tout ça, c'est pas du mental. Mais elles ont un mental de fou, les femmes. Elles ont un mental, mais à côté, nous, on n'a pas de mental. Elles ont un mental. Des fois, elles viennent te voir en prison, elles te disent, ouais, courage, tiens le coup. Toi, t'es enfermé, ta race. Excuse-moi du terme. Toi, t'es enfermé, tu regardes la télé, tu mets tes grands pieds devant la télé. Elle est dehors en train de charbonner. Elle lave ton linge, elle met du parfum. Toi, on dirait c'est elle qui est au placard. Moi, des fois, à un moment donné, je me disais quoi? Non, c'est madame qui est au placard. Moi, je suis au calme en détention, en fait. Je suis enfermé, c'est tout. Bah, en détention, les familles souffrent beaucoup plus que le détenu. en Ben oui. général. Tu vois, c'est Fort. même pas le détenu souffre, oui, il a une souffrance et tout, mais les familles des détenus, à l'extérieur, on va dire, elles sont enfermées à l'extérieur. Tu vois, elles sont autant incarcérées que le détenu lui-même. Tu vois, et ça a un impact sur tout le monde, hein, sur De tout fou. l'environnement. C'est Vraiment, vrai que l'équilibre familial, il est bouleversé. il est important. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous ne pensez pas que certains des jeunes qui sont un peu ou beaucoup fascinés par la prison, c'est à cause d'un Moi, je manque pense qu'il y a- d'équilibre familial? Moi, je pense qu'il n'y a pas une Ouais. fascination pour la prison, mais il y a une société qui montre un modèle de personnage et il y a une identification. Quand tu n'as pas de repère, quand tu ne sais pas qui t'es, tu ne sais pas d'où tu viens, tu t'identifies automatiquement à quelqu'un. Et à partir de là, tu vois, pour beaucoup de votre génération, vous êtes identifié à Ma cité va craquer, à la haine, Menace Scarface, to Society, Menace donc, to Society. ah oui. Moi, c'était Moi, Walker. tu vois, Texas moi, Ranger. moi-même, Tous les j'ai dimanches, je me battais tu après vois, avec mes frères. Je me regardais prenais ça, pour Chuck Norris. mon modèle d'identification à la télé, c'était ça. Tu vois, je me disais, ouais, les Ken, tu vois, les Fresh, je me disais, ah ouais, ça, c'est nos vies. Tu vois, ils nous ressemblent en plus. Mais aujourd'hui, tu vois, là, le modèle d'identification, c'est Gambi. Tu vois, c'est Kobalade, c'est Niska, c'est Nino. Pourtant, tout ce que ces mecs-là, ils chantent, ils le vivent pas. Tu me tends une très belle perche. Je te donne Parce une que- très belle perche. Parce que C'est ma une question, réalité. ma question Tu vas est- être est la- attaqué par les attends, rappeurs, hein, attends, attention. hein. ma question est la suivante. Est-ce que maintenant, une partie du rap, des séries, Ouais. des films, des documentaires aujourd'hui, ils contribuent pas à ce que certains de nos petits soient fascinés par la prison et le fait que certains de nos petits Par ils trouvent quelqu'un que de c'est méchant. moins grave d'aller en prison aujourd'hui. Regarde, T'as vu juste pour pas les incriminer et dire machin, c'est pas qu'on incrimine les artistes, mais je pense qu'on a chacun une part de responsabilité dans ce qui se passe dans la société, tu vois. Les rappeurs, ils valorisent le crime, etc., mais ils vivent pas ça. Donc à un moment donné, il faut avoir un tout petit peu de recul, prendre un tout petit peu d'auteur et savoir que voilà, il y a de l'entertainment, on est d'accord, machin, il y a de la musique, tout, on glorifie des choses, mais faut toute proportion garder. Faut arrêter, tu vois. Il y a des grands criminels, il y en a pas des milliers et des cents. Apparemment, dans le monde, il y a 10 personnes qui tiennent le business. C'est ça. Apparemment, dans le monde, 10 Mhm. personnes qui tiennent le business. Après, voilà, chacun, il bricole comme il doit Ils bricoler. sont pas en cash. Mais les artistes, je pense qu'ils ont une responsabilité. Et ça, tu vois, l'industrie de la musique, machin, etc., ils font tout. Ils font le nécessaire pour faire en sorte que chacun y va dans des dérives Parce comme que- pas possible. Tu vois, Kobalade, dans un de ses lyrics, il dit fasciné, influencé par The Wire.
Ah oui, c'est normal. Nous, on a un recul. Mm. Aujourd'hui, on est plus âgés, mais nous, j'ai l'impression que nous, notre The Wire de l'époque, pour Ouais. les gars qui sont de ma génération dans les 80, c'était Menace to Society. Parce que ça a été, nous, ça a été un ravage. Hein. Il y a des mecs, Ah oui, c'est nous, à la Grigny, il y a des réalité. mecs qui ont été super matrixés, ils ont fait des trucs de, voilà, des trucs de fou, comme on dit. Ton talent à la menace. Là, je suis tombé sur une vidéo il y a pas C'était à longtemps. l'ancienne. Luis Farrakhan, il disait, comment il s'appelle le gars là, Spike Lee. Mm. Il disait, il est venu me voir pour le film. On est venu me voir pour le film de Malcolm X, mais jamais de la vie, je peux lui donner aucune clé à lui, parce qu'il va montrer ce que nous on veut pas. Il va montrer des mauvaises choses, et ça va induire toute la communauté en erreur. Et tous les artistes, tous les mecs qui sont dans ce business, je sais pas comment tu peux définir ça. Bah pour moi, ils ont leur responsabilité. Un mec comme Ladjili, tu vois, un mec comme Ladjili, il a un lourd fardeau. Mais ce fardeau-là, tu vois, je te dis pas qu'il s'en décharge. Mhm. Mais il a pris une route, et cette route-là, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Il sait qu'il a un message à faire passer, le frangin. Parce que, vraiment, pour finir sur ce thème-là, et après, on va pas tarder à finir notre entretien, mais quoi qu'il en soit, il y a pas si longtemps, je regardais sur Disney+, hein, Ouais. Hip Hop Uncovered. Et Hip Hop Uncovered, en fait, ça parle des mecs comme Big U, comme Trick Trick, comme Asian Jack. En fait, Ouais. c'est les mecs, c'est les liens entre la criminalité et le hip-hop. Les mecs qui ont investi dans le rap. Bien sûr. Parce qu'en fait, tout ce qu'on regarde aujourd'hui, des mecs comme Harry O, Harry O, c'est à lui que j'ai pensé. voilà, c'est ça, les Ah mecs oui. qui ont... Classique. C'est des mecs qui, en tôle, en fait, Mm. ont eu des bacs +3, bacs +4. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mecs... Ils ont voilà. mis leur intelligence au Le profit mec, du crime. C'est exactement. En fait, c'est les liens entre le crime et le rap. Et t'as vu, j'ai trouvé super intéressant tout ce qui s'est dit, hein, tu vois. Ouais. Mais j'avais l'impression qu'aussi, il y avait une espèce de message subliminal qui disait que, vous avez vu, vous pouvez passer par là, ensuite, après, vous pouvez vous en sortir. Ouais, Comme bah, ça. T'as vu bien Alors sûr. que les gars ont fait des Des 20 ans de dingueries. tôle. Des 20 ans de tôle. Harry O, il est encore en prison, il sort je crois, en Mm. 2028 ou je sais plus quand, tu vois. Et j'ai cette impression que, voilà, les films aussi... Non, mais toi, influence. Il y a tout qui influence. peut-être Que ce soit, influence. que ce soit la musique, que ce soit des séries, que ce soit les films, il y a tout qui influence. Tu vas prendre comme la série comme Validé. Mm. Tu vois. Tu regardes la série, ça parle du rap français, on va dire entre guillemets le milieu du rap français, et à un moment donné, t'as Carnage. T'as vu comment il a cassé Internet avec ces trucs? Il vient, il est énervé, il veut parler à personne, il veut que Ouais. tabasser, tuer les gens. Demande aux petits, pose-leur la question, qui t'a marqué dans Validé? Ils vont tous te parler de Carnage. Bien sûr. Et regarde le blast qu'il a. Hein. Carnage. Mais des carnages, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? En Ça veut réalité, il y en dire, a ça veut plein. dire les petits déjà qui sont dans la cité, qui sont déjà matrixés, ils vont voir l'évolution de Carnage dans la série. Genre Carnage, il est au placard, il est sorti, il a repris tout. Même son ancien, il l'a allumé. Grave. Quand un petit il voit ça, il va dire quoi? Il y a des petits qui vont dire, ah taille, c'est comme ça. Hein. Ils vont commencer à regarder les grands. Ah, ça fait trop longtemps ils sont là. J'ai dit frérot, il y a tout qui influence, faut faire attention. Après, Absolument. ça reste une série. On Ouais. va dire oui, c'est une série, c'est pas des Mm. faits réels, c'est un truc écrit. Oui. C'est comme un rappeur qui va dire je suis responsable de mes paroles, pas de leurs actes. Oui, Mais je l'écoute. Mais faut se dire qu'il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont te regarder, ils vont vouloir faire pareil que toi. Est-ce que l'être humain, il n'est pas influencé par le mal, en règle générale? C'est pas quelque chose qui l'attire. L'être humain, il est toujours influencé par ce qu'il ne connaît pas. Et il a Mm. toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Mm. Tu vois, moi, j'ai jamais vu un film ou un documentaire en France, hein, d'un différent personnage qui a réussi, qui part de rien et qui réussit. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, tu vois ça, mais ici en France, il n'y a pas. Mm. Adama, tu peux faire un film sur sa vie. Moi, tu peux faire un film sur ma vie. Mais tu verras pas ça. Les Luc Besson, le producteur, il s'appelle comment? Gaston Bide? Gaston Bide, c'est ça. Ouais, lui, au lieu qu'il vienne, qu'il fasse, je sais pas moi, admettons, une série vraiment pour montrer le côté positif de la banlieue. Non, ils vont toujours montrer la drogue, le rap, les femmes, les chichas, etc. etc. Tu vois? Pour Après, dire tout ça là. Tu vois ce que je dis? Attends, juste, t'as vu ce qu'il dit? Je vais t'expliquer un truc. Je dirais pas son nom. Un jour, je parlais avec un producteur. J'étais invité à une chaîne télé, je parlais avec une personne. C'est pas Hanouna, hein, parce que les gens se disent ah, il parle de Cyril Hanouna. Non, c'est pas de Cyril. T'as vu? Je faisais une interview, j'étais en train de parler, et à un moment donné, on m'a posé une question. Et ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'on ne l'a pas mis lors de ce reportage. On m'a posé une question, on m'a dit est-ce que la télé aussi, elle n'a pas un rôle aussi Sûrement. important sur ce qui se passe dans les banlieues? Clairement. Moi, je lui dis écoute, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télé? On voit des jeunes qui se battent,
on voit des fois des guerres entre quartiers, etc. Mais il n'y a pas que ça dans le quartier. Pourquoi on ne filme pas, on ne montre pas les personnes, des associations, des personnes qui se battent, qui luttent, t'as vu, contre les rixes, contre pas mal de choses. Pourquoi on ne leur montre pas? Tu sais, j'ai eu quoi comme réponse? Ah ben écoute, les gens veulent voir du sang. Malheureusement. Pour être sur, Quand tu as une réponse comme ça, tu veux dire quoi? pour être sur de l'expérience, Tu rentres chez Watt. sur du concret. Je voulais être footballeur professionnel. Pour moi, il y avait que deux issues. Soit le foot, soit le game. Quand je te dis le game, c'est la rue. Faire toutes les conneries possibles pour prendre le maximum d'argent. Il n'y avait pas 36 000 solutions. J'étais dans tous les coups fourrés. Tu vois, et moi, pour moi, mon mode de vie, mon registre, c'est chaud au foot, chaud au quartier. Et dans le quartier, il faut être en mode carnage. Tu vois, il faut être en mode carnage. C'est nous, on tire la zone, c'est nous. Tu nous respectes pas, on te marche dessus. De gré ou de force, notre coin, tu vas le respecter. Et on va se faire respecter. Moi, pour moi, c'était ça ma mentalité. Parce que j'ai pas eu de modèle. Le modèle que je voyais, pour moi, c'est être dur. Soit footballeur, soit être dur. Tu vois. Pour te donner un exemple, parce que là, on est bientôt sur la fin. Tu vois, regarde, je t'ai ramené ça. Hein. Ça, c'est mes écrits. Tu vois, ça, je l'ai pris en 2010. Non, en 2008 à Villepinte. Ça, là, c'est à Villepinte. Ça, ça depuis, je l'ai depuis Villepinte. C'est les calepins de placard, ça. Voilà, ça, c'est les calepins de placard. Tu vois, là, j'ai écrit là-dessus. Quand j'étais en cellule. Et là, tu vois, je vais te montrer. Tu vois, ce truc-là, là, ça a donné ça. Sans m'en rendre compte. Mais quand j'ai écrit, ça, je me disais, je sais que je vais prendre une longue peine, mais j'ai écrit ça pour ma future femme et mes futurs enfants. Et au final, quand je suis sorti, avec tout ce qui s'est passé, c'était incroyable. Et au final, ça a donné un livre, Préjugés coupables. Et tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'à un moment donné, quand tu es dans une certaine difficulté dans la vie, il faut savoir reculer et regarder autre chose. Je lisais pas, j'avais une vision très fermée. À partir du moment où j'ai commencé à lire, ça m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à débattre, ça m'a ouvert les yeux. J'ai commencé à échanger, ça m'a ouvert les yeux. Et quand, par exemple, je suis avec Adama, je prends de sa lumière, il prend de mes lumières. Quand je suis avec toi, je prends de tes lumières, tu prends de mes lumières. Ainsi de suite. On échange et c'est comme ça. Et tant qu'on n'a pas ce genre de travail, tant qu'on n'a pas ce genre d'échange, ça ne changera pas. À partir du moment où j'ai fait le livre, La Préjugés coupables, ça m'a ramené dans une autre dimension. Complètement. Finir sur 2 points. Toi-même, comme je te l'ai dit au début de notre entretien, dans une story récente, tu t'apprêtes à sortir un ouvrage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, mon ami? Bah écoute, genre mon livre c'est mon numéro d'écrou, tu vois, 55 852. Lourd. Et en fait, je raconte en fait tout ce qui m'est arrivé depuis 10 ans. Depuis 10 ans, moi j'ai perdu mon frère. Et en fait, je raconte tout le processus, tu vois, le fait de ne pas parler, le fait aussi des gens du quartier qui peuvent t'engrainer, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, si j'avais perdu mon frère, j'aurais fait ci, j'aurais fait des dingueries, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Tous les West-West, les gens qui te parlent. Et au moment où toi, tu passes à l'acte, quand tu te retrouves en détention, tu te rends compte que tu es tout seul avec ta famille, tu as fait du mal à beaucoup de gens. Et je raconte en fait tout ça pour dire aux petits aujourd'hui, si vous avez des souffrances, vous avez des cogitations, parlez. Tu sais, souvent au quartier, on a honte d'aller dire je vais voir un psy. Moi aujourd'hui, je dis aux gens, je vais voir un psy. Je suis fou. Rigole si tu veux. Moi en tout cas, quand j'ai des problèmes dans ma tête elle chauffe. Je vais m'asseoir devant une personne, bonjour. Je m'assois, je raconte ma vie et je rentre chez moi. Et je lui ai laissé mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Et ce livre, je l'ai vraiment fait pour dire aussi aux petits, c'est pas parce que tu viens de la cité que tu n'as pas de diplôme. Alors que les diplômes, c'est super important, tu vois. C'est pas parce que tu viens de la cité que tu peux pas écrire un livre. Pourquoi je vais être bon qu'à être un rappeur, à raconter ma vie sur un CD? Non, je le fais à l'écrit aussi. Parce que, tu sais, une personne qui peut... Je donne un exemple tout simple. C'est même une journaliste qui me l'a dit un jour. Elle m'a dit, tu sais, Adama, ton histoire, elle est forte, c'est bien. Mais si tu te contentes qu'au rap, elle m'a dit, moi, je te dis clairement, je m'en fous du rap. J'écoute pas de rap. Mais par contre, je vais acheter des livres. C'est vrai que, parce que la France a une culture littéraire. Elle m'a dit, par contre, je vais acheter des livres. Important, un livre si demain, je viens, je regarde, je vois un numéro qui va m'intriguer, ou je me retourne, je vois le truc, ça m'intéresse, je le prends. Et comme ça, je fais ça. Et elle m'a dit, quand tu vas sortir ton livre, ça se trouve, il y a des gens que jamais tu vas imaginer qui vont t'adresser la parole, ils peuvent t'adresser la parole. Pendant des études, tu as repris tes études. Ouais, j'ai repris mes études. J'ai repris mes études. Et c'est extrêmement... C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans. J'étais en échec scolaire total, je comprenais rien du tout. Tu vois, mais il y a plein de fautes qui sont accumulées, il y a plein de choses qui sont accumulées. Et au final, j'ai été noyé et je me suis dit, vas-y, c'est bon, à 17 ans, vas-y, je quitte, je vais jouer au foot. Et avec le cheminement, avec mon expérience, avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai lu, etc., je me suis dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Éducation.
l'éducation fera en sorte que je vais pouvoir m'émanciper et comprendre le monde dans lequel nous on vit et pouvoir proposer autre chose. Tu vois, à partir de là, voilà, j'ai commencé à lire, à écrire, etc. Moi, j'ai pas vu de psychiatre. J'ai pas vu de psychologue. J'étais en isolement, machin, etc. Et la seule chose qui a fait que je puisse m'en sortir et je puisse avoir une introspection et pouvoir échanger, L'écrit. frère, j'ai pris un dictionnaire. Ouais, la rose, là. Tu vois, je te Ouais, mens ouais. pas. Mhm. Tu vois, j'ai pris un dictionnaire. Mais toi, quand on te demande tes papiers Tous les jours, d'identité, tu j'écris. sors tout ça. tous les jours, j'écris. Faut que chez nous, faut que nos jeunes, nos grands frères, machin, etc., tu vois, faut qu'ils comprennent bien. Moi, tous les jours, j'écris ça. Ce bloc-notes, il est rempli. Tu vois, chaque année, j'écris. Celui-là, il est rempli. Celui-là, il est rempli. Ça, en ce moment, là, je fais une chronique qui s'appelle la chronique d'un détenu. Pareil, j'étais en détention là récemment. Pareil, ça s'est rempli. Ça s'est rempli. Il faut savoir que écrire, c'est magique, comme il disait Hurricane Carter. Ça permet de te sauver. De te sauver de quoi? Je sais pas. Chacun connaît sa galère. Mais à partir du moment où tu poses tes mots sur quelque chose, ça change la donne. Pour poursuivre, juste, il a raison. Parce que moi, t'as vu, quand j'étais au placard, j'avais des périodes où j'avais le démon. T'as vu la haine? La haine, mais une haine comme t'as même pas aidé. Je prenais une feuille, stylo, j'écrivais, je déchargeais ma haine. Tu sais, des fois, j'ouvre mon cahier, je vois ce que j'écrivais, j'ai peur. Hein. Tu te dis, ah ouais, tu vois. Non, les j'ai paroles peur sont- réellement. Les paroles Je me sont dis, bonnes, les écrits des restent. paroles de... Mais je vidais mon sac. Hmm. Et après, je dormais, je me sentais mieux le lendemain. C'est pour ça, quand je parle aux jeunes, je leur dis, hey, même si t'as pas envie d'aller voir un psy, ou t'as pas les moyens, tout le monde a une feuille et un stylo. Même tous tes secrets les plus profonds en toi, écrits sur une feuille blanche. Après, même, tu jettes. Écrire, c'est thérapeutique. C'est exactement ça. Exactement. Mad. C'est le mot de la fin. Attends, parce que j'avais une dernière question. Il faut. Dernière, mais 2 minutes, les gars. Ouais. Moi, Parce que sur, tu t'engages- sur mes études, ouais. Ouais. Sur mes études, là, du coup, je passe le DAU, c'est l'équivalent du bac, Mhm. ce qui va me permettre par la suite d'enchaîner sur une licence. Et l'idée, c'est de faire une licence de droit, Mhm. ensuite enchaîner sur le master, puis devenir avocat comme tous les prestigieux avocats qu'on entend et qu'on voit, quoi. L'idée, c'est ça. Tu t'es engagé politiquement il y a peu, mais je vais vous poser une question à tous les deux. Ouais. À 3 mois des élections présidentielles, quelles sont vos impressions sur ce climat anxiogène, Moi, je vais ce voter climat Zemmour. ambiant, ces tribunes Je rigole. médiatiques offertes aux extrêmes, t'as Ouais. vu, comme Zemmour, Jean Messia, pour ne citer que. Si tu veux mon avis, Rapidement, s'il Bon. vous plaît. je vais essayer d'être bref. Les gens ont peur des Zemmour. C'est pas de Zemmour qui va avoir peur. C'est pas lui. La terreur, c'est Macron là qui est là. Zemmour, lui, c'est une pierre qui va se rajouter à l'édifice. Mais nous, là, le power, c'est nous qui l'avons. C'est le peuple. Tant que le peuple ne sera pas intéressé par ce qui se passe dans la politique, il se passera tout et n'importe quoi. À partir du moment où le peuple il va s'engager, le peuple il va s'investir, il va s'éduquer, là il va comprendre. Et comment on comprend? On comprend la politique. La politique, en fait, c'est très simple et très compliqué en même temps. Il faut savoir comment l'articuler. C'est pas compliqué. À partir du moment où tu sais ce que la politique t'apporte, ça change tout. La politique t'apporte tout, vraiment tout. Sur l'éducation, sur ta spiritualité, sur ton émancipation, sur ton éveil, sur tout. Et les gens te disent ils sont apolitiques parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller. Ils restent là, avoir, excuse-moi du terme, le cul entre deux chaises. Non, moi, il n'y a pas d'apolitique. Moi, je prends parti. Je me positionne soit à gauche, soit à droite. Malcolm X, il disait il est toujours bon d'être non aligné que d'être aligné. À partir du moment où tu es non aligné, là, tu prends tes positions. Là, tu te positionnes et là, tu impactes là où tu as envie d'impacter. Comme ça. Adama. Moi, que ce soit Zemmour, Le Pen, Macron, ça va rien changer pour moi. Mhm. Et au final, pour nous, est-ce que ça change vraiment quelque chose Ça change rien du tout. en soi? Rien. En soi. C'est faire peur aux gens, pourquoi? Même demain, Zemmour, il est président. Je lui souhaite, même Marine Le Pen, je lui souhaite. Tu penses qu'on va quitter la France? Parce qu'il y en a, ils disent... Moi, des fois, j'entends des... Ouais, dès qu'ils vont être président, ça va être chaud pour nous. Chaud en quoi? On va continuer à payer nos impôts et rester là. Aller travailler et faire ce qu'on a à faire. Tu penses qu'ils vont venir, ils vont instaurer une dictature ou quoi que ce soit? Pour moi, tout ça, c'est pas le plus important. T'as vu? À chaque fois, il y a les élections, il faut toujours quelqu'un qui fait peur. C'est comme ça. Moi, ça me fait pas peur personnellement. T'as vu? Moi, personnellement, je me dis, le jour où on va vraiment se concentrer pour mener à bien nos actions, sauver nos petits, parce que pour moi, c'est ça le plus important. T'as vu? C'est pas ceux qui vont aller voter ou ceux qui racontent je ne sais quoi. T'as vu? C'est ceux qui vont faire la société de demain. Qu'est-ce qu'on leur propose aux petits qui ont 8 ans aujourd'hui, qui ont 13 ans, qui ont 16 ans? Qu'est-ce qu'on leur apporte? Hormis de regarder TikTok, voir tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on va faire pour eux les aider, éveiller leur conscience et se dire, les gars, les réseaux sociaux, c'est que du virtuel. Quand tu vas mettre ce virtuel au monde réel, le réel, il va te faire du mal. Tu
vois, c'est ça. Moi, j'ai que ça à dire. Martin Luther King, il disait « Je crains d'avoir emmené mon peuple dans une maison qui prend feu ». Tu comprends? Ça veut tout dire. Il parle beaucoup de politique de séparation, séparatisme, machin, etc. Il faut juste savoir qui on est, où on est. On est des Africains. On ne sera jamais considérés comme des Français. On aura beau le dire, je le dis, c'est une réalité parce que je le vis. C'est comme ça. On est Africains. Il faut comprendre qui on est et où on est. Tu vois? En tout cas, pour finir avec vos mots, c'est qu'à l'époque, dans les années 80, ce qui se passe aujourd'hui est quelque chose de... C'est une continuité, t'as vu? C'est-à-dire que Mitterrand, à l'époque, pour faire élire, avait fait en sorte de faire monter le FN. Du coup, aujourd'hui, on va dire que la stratégie du gouvernement peut-être en place aujourd'hui est peut-être de faire monter des extrêmes, quitte à faire monter un polémiste qui aujourd'hui... J'ai envie de te dire, quand bien même chacun monte qui il a envie de monter, à partir du moment où on sait qui on est, où on est, tu changes la donne. Le monde, tu le changes petit à petit. 1 + 1 + 1, ça fait beaucoup. Tu changes ton voisin il va impacter sur une autre personne, ainsi de suite, et ça va toucher 10 personnes, ricochet sur ricochet, et ça crée des ondes. C'est que comme ça que ça se passe. La stratégie, elle est simple, faire monter des extrêmes pour passer aux élections. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Merci à vous, les frères. Pas de souci. Mais il est important de s'organiser. Il est important de s'éduquer, et il est important de se plifter. Si je peux dire ça comme ça. Merci à vous, les frères. Merci à toi, l'enfant. Il a dit le mot de la fin, je reste bouche bée. Je n'ai plus rien à dire. Il m'a cloué le bec. Non, franchement, c'était top. Mara, de toute façon, on se connaît, tu vois. Mara, c'est la famille. C'est la famille, tu vois. Moi, le frangin, on se croise beaucoup, mais on n'a jamais eu ce lien professionnel. Mais il te dit pas où je le croise. À chaque fois que je le croise, il court. Moi, je suis en voiture. C'est pour ça, tu vois, le physique qu'il a, moi, j'ai pas le même. J'ai mis pareil comme ça, heureusement, ils m'ont mis du double XL. Parce que comme ça, tu vois pas le ventre enrobé que j'ai en dessous, en mode Madeleine. Tout le temps, il court. Moi, j'arrête. Klaxon, ouais, frérot. Je cours, on se capte plus tard. Il est trop speed. Non, c'est bien. En tout cas, continue tes études, frérot. Je te souhaite que le bonheur. Disons-nous les choses pareillement, mais on se voit prochainement. Voilà, très prochainement. Très vite. Quand vous faites du bon travail, débat de profondeur avec des bonnes personnes et c'est intéressant. Il faut. Est-ce que je peux faire les airs, by Jom, on dit Mogo, pas Floco? C'est ça que je dis. J'aime trop son introduction. C'est un bien intro. Il me fait penser à Sherman, lui aussi. Dur. Big up à lui. Merci à vous, les frères. On est ensemble. Merci à toi pour l'invitation. Merci. Ça ne serait tardé de revenir ici. Ah, mais bien sûr. Sans à la maison. Exactement. On n'a même pas envie de partir. Grave. Voilà. Merci à vous, les frères. On se voit. Allez, comme il dit Alpha 520, détermination, discipline, travail. Très important. Exactement. Yeah. Merci.